Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la librairie Dialogue pour une nouvelle rencontre. Ce soir, nous avons l'extrême plaisir d'accueillir Bernard Lahire. Merci à vous d'avoir rejoint la Bretagne, le Far West. Je vous présente en quelques mots, puis après je vais vous poser quelques questions. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, membre du centre Max Weber à l'UNS de Lyon, directeur de la collection Laboratoire des sciences sociales aux éditions La Découverte. Vous êtes l'un de nos plus éminents sociologues contemporains. Vos premières recherches dans les années 1990 portaient sur l'échec scolaire à l'école primaire, puis vous avez mené des travaux sur les usages sociaux de l'écrit, les pratiques culturelles, la création littéraire, la trajectoire d'un tableau, les rêves. Tous ces sujets ont donné lieu à des publications. Alors, il y a une table dans le rayon sciences humaines, donc vous pourrez voir un petit peu tous ces livres, sauf le Kafka qui est en réimpression, à votre disposition. Et tous ces sujets donc, ont donné lieu à des publications et vous ont mis sur la voie de l'interdisciplinarité. Intitulé Les structures fondamentales des sociétés humaines, qu'on peut voir ici, c'est votre dernier livre, et c'est un monumental essai qui se divise en 3 parties. Dans la première partie, vous portez un regard critique sur l'évolution des sciences humaines et sociales, que vous raccordez aux sciences de la nature. Dans la deuxième partie, vous présentez des grands faits anthropologiques communs à l'ensemble de l'humanité, pour en dégager des lignes de force et des lois générales. Et dans la troisième partie, vous approfondissez les éléments présentés dans la deuxième partie. On va commencer par la première partie, dans laquelle vous revenez sur 150 ans de recherche en sciences sociales. Et dans cette partie, vous critiquez l'évolution des méthodes en sciences sociales qui, d'après certains chercheurs, ne seraient pas des sciences comme les autres. Pourquoi êtes-vous en désaccord profond avec cette assertion ? Ça commence dur. Bonsoir déjà. Je suis ravi d'être là. Je vais commencer par vous remercier de m'avoir invité. Alors, pour répondre à cette question, parce qu'effectivement, l'ouvrage est structuré en 3 parties, comme vous l'avez dit, et il se trouve que c'est l'ordre logique de ma recherche. D'habitude, ce n'est pas forcément le cas. On peut commencer par une partie qui n'était pas l'origine de la recherche qu'on a menée. Là, c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, la question que je me suis posée, c'est pourquoi les sciences sociales refusent un certain nombre de choses, refusent notamment d'être trop proches des sciences dites dures, donc des sciences de la matière et de la vie, pour aller vite. Quels sont les arguments qui font que des sociologues, des historiens, des anthropologues refusent finalement de devenir des sciences comme les autres. Alors refusent au sens où elles disent que ça n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est pas que ce serait ridicule de vouloir singer les autres sciences. Alors regardons dans le détail. Ça veut dire en fait que les sciences sociales ne veulent pas formuler des acquis. C'est-à-dire que ça fait à peu près 150 ans, si je regarde les productions scientifiques les plus significatives, ça fait à peu près 150 ans que la sociologie existe. L'anthropologie, c'est un peu plus tôt. Mais enfin, grosso modo, depuis 150 ans, vous avez de l'histoire de la sociologie, de l'anthropologie, 3 disciplines qui ont produit, et puis plein d'autres que je ne cite pas, mais qui sont des sciences sociales. La démographie, la linguistique, quand elle était très très proche des sciences sociales, qui s'intéressaient aux usages de la langue ou de l'évolution des langues, etc. Donc toutes ces sciences ont produit vraiment des travaux importants, multiples. Ils sont très très nombreux. Et pourtant, on n'est pas capable de formuler un certain nombre d'acquis. Si vous allez voir un biologiste, il y en a peut-être dans la salle d'ailleurs, puisque je fais un lien avec la biologie. Si vous demandez à un biologiste ou à un physicien qu'est-ce que vous avez appris depuis le début de la physique ou de la biologie, ils vous répondent, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas un piège. On va vous dire, Darwin a formulé le
premier grand cadre. Alors, il y avait plein de gens qui travaillaient dans ce qui va s'appeler la biologie au bout du compte. Des gens travaillaient sur certaines espèces animales, d'autres sur l'embryologie, d'autres sur... des aspects très très différents, sur des espèces différentes, sur des organes différents, sur des phénomènes très très différents. Et bon, il a formulé le premier paradigme, on appelle ça comme ça dans l'histoire des sciences. C'est une première théorie cadre qui dit voilà comment fonctionne l'ensemble du vivant. C'est-à-dire qu'il a réussi à unifier la biologie, enfin l'ensemble des gens qui travaillaient sur le vivant. Encore une fois, botanistes, zoologistes, etc. Et voilà, donc Darwin, on peut dire, il a formulé des lois de la sélection, enfin de l'évolution des espèces, avec les 3 lois, c'est la variabilité du vivant permanente, de la sélection naturelle sur la base de ces variations entre les différents individus d'une même espèce. On n'est pas tous pareils. Vous voyez bien sur le Covid, par exemple, on n'a pas tous réagi de la même façon. On n'est pas porteurs exactement des mêmes propriétés. Donc il y a de la variabilité. S'il y a une grosse épidémie qui touche une partie des gens, ils meurent. Et puis il va rester plus que ceux qui ont les bonnes propriétés pour un temps, parce que les épidémies peuvent varier, les virus peuvent varier, etc. Et ils peuvent se reproduire, et donc ça se resserre autour des bons gènes, on va dire. Voilà. Il a réussi à montrer que c'est ça qui crée la dynamique de l'évolution des espèces, en commençant par une cellule initiale, et puis règne végétal, animal, et ainsi de suite. Et puis, on a découvert le gène qui a conforté Darwin, parce que l'héritabilité d'une génération à l'autre des caractères, de nos propriétés, donc du coup de nos gènes, c'est ça qui est au cœur de la théorie, enfin ce qui rend possible l'évolution type Darwin. Et puis on a encore découvert des choses, la mutation, les mutations génétiques, l'épigénétique, ce qui est l'expression des gènes, et puis on peut vous parler de la structure en double hélice de l'ADN, et ainsi de suite. Ça, c'est très facile à raconter. Si vous demandez, et la même chose en physique, je ne vous refais pas la même chose, mais on l'a appris en plus. Au lycée, en général, on apprend qu'il y a eu Newton, que beaucoup plus tard, il y a eu Einstein, que voilà, c'est des grands moments. Et évidemment qu'il y a eu plein de choses entre-temps, et plein de chercheurs qui ont laissé leur marque et qui ont constitué des savoirs qui ont été progressivement unifiés. C'est toujours ça qui est important à noter, c'est que les gens unifient pour pouvoir avancer. On a unifié l'électricité et le magnétisme. On a unifié quelque chose comme de l'énergie ou des forces. Au départ, tout le monde pensait que c'était des choses très très différentes. Et donc il a fallu voir qu'en fait, il y avait réellement des choses proches dans l'univers et qui prenaient des formes extrêmement différentes. Donc tout ça, c'est un travail collectif qui a été mené par la physique, par la biologie, et nous n'avons pas réussi à produire le même travail. Si je demande à un collègue en sociologie qu'est-ce qu'on a appris depuis 150 ans, il me regarde en me disant il y a un piège. Il veut me coincer, et c'est pas possible. Donc non, moi je veux coincer personne, mais je trouve ça un peu bizarre qu'on n'arrive pas à formuler un certain nombre d'acquis, de fondamentaux. Voilà ce que nous avons appris, des savoirs positifs, sur à la fois des faits centraux qui concernent les sociétés humaines et des lois de fonctionnement de ces sociétés. En biologie, il y a des lois. En physique, il y a des lois. Pourquoi on n'a pas ça? Alors, en sociologie, en histoire, en anthropologie, on vous dit depuis maintenant plusieurs décennies, ça fait même... oui, enfin, je n'ai pas compté, mais à peu près, si vous tapez sur Google Books des titres du genre loi sociologique, loi sociale, etc., vous verrez que vous voyez des occurrences jusqu'à à peu près 1930. Après, c'est terminé.
les gens n'y croient plus. Donc les fondateurs croyaient qu'il était possible de formuler des lois, et puis on n'a pas continué dans cette voie-là, et au contraire, tout le monde dit c'est pas possible. Alors ça, c'est un gros problème, parce que les sciences sociales se sentent attaquées, et elles le sont. Elles le sont parce qu'elles déplaisent à plein de gens qui n'ont pas envie de savoir comment fonctionne le monde social, surtout quand nous, on dit en permanence qu'il y a des inégalités, des discriminations, etc. Et qu'on le prouve, c'est pas juste une vue de l'esprit. Hein. Donc, beaucoup de gens n'aiment pas ces sciences, mais le problème, c'est que nous-mêmes, on tire un peu des balles dans nos pieds, en ne formulant pas ces choses-là, en refusant même de les formuler, puisque beaucoup de collègues trouvent naïf le fait de vouloir formuler des lois de fonctionnement du monde social, que les acquis, c'est pas possible, etc. Et ils évoquent une série de propriétés du social, ou des sociétés, qui seraient très, très spécifiques par rapport aux objets de la physique ou de la biologie. Alors, est-ce que je détaille légèrement ou... Peut-être pas, je crois qu'on peut. En fait, cette partie, qui est la partie épistémologique, qui est une partie peut-être un peu technique et complexe, mais qui est passionnante, hein, la question n'est pas là. Mais je crois que pour cette partie-là, on peut peut-être donner les 3 ou 4 points essentiels, sans trop les développer, pour qu'on voit qu'est-ce qui a été opposé par les chercheurs, et puis passer à une partie justement où vous raccordez au vivant, parce que je pense qu'à partir de ce moment-là, ça va devenir... C'est-à-dire qu'en fait, l'argument central, c'est on a des objets qui bougent. C'est-à-dire le social, ça ne cesse de bouger. C'est ce qu'on appelle l'histoire. Nos sociétés n'ont cessé de bouger, de changer, de se transformer. Entre une société de chasseurs-cueilleurs nomades, sans État, sans écriture, sans richesse, etc., enfin, avec une série d'autres propriétés, et une société capitaliste comme la nôtre, avec énormément de richesses, je n'ai pas dit, mais très peu d'artefacts au sens d'outils, etc., dans les premières sociétés. Hein. Les aborigènes d'Australie n'avaient même pas l'arc quand les Anglais les ont découverts. Donc ils étaient à l'âge de pierre, comme on dit. Ils n'avaient pas d'arc, ils avaient des propulseurs, mais ils n'avaient pas grand-chose, comme ils n'en avaient pas besoin. Voilà. Il n'y a pas de jugement à avoir. Ce n'est pas qu'ils étaient plus simples que nous, moins sophistiqués que nous. Non, ils étaient adaptés à leur environnement. Et puis, ça n'a pas bougé pendant sans doute très très longtemps. Et sans doute que les premières sociétés au Paléolithique supérieur étaient proches des sociétés type aborigènes d'Australie. En tout cas, c'est ce que présupposent les préhistoriens et les ethnologues qui travaillent sur les premiers types de sociétés qui ont pu exister. Et donc, on nous dit, quel rapport ? Qu'est-ce que vous voulez faire des lois ? Qu'est-ce que vous voulez dégager des invariants ou des faits centraux sur des sociétés aussi différentes que des sociétés capitalistes, des sociétés féodales, des sociétés lignagères en Afrique, des sociétés chasseurs-cueilleurs ? Bon, c'est pas possible. Ça, c'est l'évident. Mais on peut faire tomber l'argument assez rapidement, puisque c'est pas un hasard si on a parlé d'histoire naturelle, par exemple. Darwin, sa théorie, la matière des biologistes évolutionnistes, c'est une matière qui ne cesse d'évoluer. C'est dans le titre, hein, c'est les théories de l'évolution. Darwin n'était pas un fixiste, c'était un transformiste. C'est comme ça qu'on qualifiait sa position. Un fixiste, il pensait que toutes les espèces avaient été créées, la plupart du temps par Dieu, mais enfin après il y a eu des positions de gens qui ont pensé que tout ça s'était créé, on n'avait pas besoin de Dieu, mais enfin ça s'était créé d'un coup, de manière fixe, et puis il y en avait qui avaient disparu, et qu'on retrouve dans les fossiles et tout ça. Et en fait Darwin, et depuis on l'a prouvé très largement, était convaincu qu'il y avait une histoire, que ça s'était transformé petit à petit. Donc, il n'y a pas plus changeant que l'histoire du vivant. On part d'une cellule unique qui a donné lieu à du végétal, à des champignons, qui ne sont pas des végétaux, même si vous les avez dans les assiettes à côté de tomates, et qui ne sont d'ailleurs pas des légumes, mais des fruits, hein, au passage, etc. etc. Donc, et les animaux, c'est la même chose. On possède le même type de cellules. On ne fonctionne pas pareil, mais les cellules sont... si vous faites de la biologie cellulaire, on sait que les cellules fonctionnent
De la même manière, dans tout le vivant, il y a une continuité évolutive. C'est l'organisation de ces cellules qui donne lieu à des choses plus ou moins animées ou pas, animées, mobiles ou pas. Les plantes ne sont pas très mobiles, nous on est mobiles, on a des formes de mammifères supérieurs, des petits mammifères, on a des insectes, on a tout ça. Bon, bref. Donc ça a bougé aussi. Et alors on pourrait dire, et comment ça se fait qu'ils ont réussi à élaborer des lois puisque ça ne cesse de bouger? Alors on nous dit aussi c'est pas prédictif, mais Darwin il n'a jamais prédit l'arrivée de telle ou telle espèce. Il travaillait que sur ce qui s'était passé. Donc nous on est exactement dans le même état. Et les physiciens, comme je dis souvent, ça dépend. Si vous dites à un physicien, est-ce que vous êtes capable de prédire qu'un objet, si je le lâche, il va tomber, il va vous dire oui, c'est la loi de la gravité. C'est évident. On a tous appris ça. Il y a une loi de la chute des corps. Bon, par contre, si vous demandez à un physicien, mais est-ce que vous pouvez prédire? C'est généralement ce genre de choses qu'on demande aux sociologues. Est-ce que vous êtes capable de dire quand cette feuille va tomber de tel arbre et à quel moment elle va tomber au sol et à quel endroit du sol elle va tomber? Les physiciens vous disent tout ça est déterminé par des lois, par plein de lois, par la résistance de l'air, par les forces du vent qui déplacent la feuille, qui la font planer parfois très longtemps, etc. Mais évidemment, on sait que tout ça est déterminé, mais tout le monde s'en fiche, quoi. En fait, personne n'a envie de développer des modèles extrêmement sophistiqués pour nous dire qu'il y a une feuille qui va tomber à tel endroit, à telle heure. Bon. Mais on sait que voilà, tout ça est déterminé, qu'il y a des lois qui gouvernent tout ça. Eh bien, je vois déjà des gens qui doutent. C'est intéressant. Faites attention, j'ai été enseignant pendant 25 ans, donc moi je sais repérer les gens qui sont pas d'accord et je les attrape. Gentiment. Mais donc voilà, ça bouge aussi. C'est pas prédictif dans la biologie, dans la physique. On nous dit aussi, c'est pas des sciences. Nous ne sommes pas des sciences expérimentales. C'est un des grands arguments d'un grand sociologue qui s'appelle Jean-Claude Passeron, qui a fait un livre d'épistémologie que, au fond, très peu de gens ont lu parce qu'il est très très sophistiqué. Qu'on a, hein, si les gens veulent le lire. Mais vous pouvez l'acheter, en revanche. Mais après, pour le lire, c'est plus mon problème. mais donc, voilà, il disait, nous, à la différence des autres sciences, nous ne sommes pas des sciences expérimentales. Et c'est un agrégé de philo qui parle. C'est tous ces gens-là, tous les grands sociologues, pendant très longtemps, ont été agrégés de philo. Rarement agrégés de lettres, la plupart du temps modernes. Il n'y avait pas de formation spécifiquement sociologique, etc. Donc, ils ne savent pas ce que c'est que les sciences, au départ. Et Jean-Claude Passeron croyait Karl Popper. Karl Popper disait, voilà, les vraies sciences, c'est les sciences expérimentales, etc. Ce qui amenait, logiquement, Popper à considérer que Darwin n'était pas scientifique. Ce qui, je le laisse à l'appréciation des biologistes. Donc, est-ce qu'on fait confiance à un épistémologue féru de philosophie, ou est-ce qu'on fait confiance à Darwin, qui aide tous les gens qui travaillent en biologie aujourd'hui? Voilà. Donc, Popper était convaincu que même Darwin ne proposait pas une théorie scientifique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'expérimentation dans la théorie darwinienne. C'est que de l'observation. Mais alors, si on met un caillou encore plus grand dans le pied de Jean-Claude Passeron, ou des gens qui disent « oui, mais nous, on n'est pas expérimentaux, on ne peut pas étudier les choses de manière complètement similaire, on ne peut pas neutraliser un certain nombre d'effets de variables parce que c'est trop complexe, le monde social », oui, mais par exemple, alors, l'astrophysique n'est pas scientifique. Là aussi, il va falloir aller leur en parler. Hein. La cosmologie, Einstein n'a jamais fait une seule expérimentation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des observations, ils font des mesures, mais des véritables expérimentations, qu'est-ce que vous faites avec les planètes, vous allez dire, Mars, je vais la mettre dans telle condition pour voir si elle continue à agir comme Mars
là où elle est d'habitude, dans sa position dans le système solaire, etc., ça n'a aucun sens. En fait, les gens, Kepler, il a mesuré des choses, il a observé des choses, et on a inventé des télescopes, etc. On a observé, et voilà, nous observons aussi. Nous observons des traces d'activités, ou directement des activités, quand on a la chance, en tant qu'anthropologue ou sociologue, les historiens ne peuvent plus parce que les gens sont morts, ou c'est peut-être une chance parce qu'au moins ils n'ont plus rien à dire sur leur objet, parce que les historiens sont très tranquilles quand même la plupart du temps. Quand les historiens travaillent sur les pharaons, on dit oh, c'est formidable et tout ça, ah oui, les jeux de pouvoir et tout ça, vous faites ça comme sociologue, vous vous faites mais tuer. Donc bravo les égyptologues, les assyriologues, etc. Nous... ça commence à chauffer parce que c'est des gens vivants et donc, non, c'est pas vrai. Bref, mais nous observons, voilà. Nous observons où nous avons des traces d'activité, comme les gens qui travaillent sur les archives, etc. Donc, aucun des critères, je pourrais en prendre d'autres, on dit que nos objets sont plus singuliers, c'est lié au premier critère de changement permanent, puisque chaque société serait différente de toutes les autres et que même une société, dans le temps, elle ne cesse de varier. Donc, il n'y a rien qui est comparable à rien. Donc, vous ne faites pas de la science positive à partir d'un tel foisonnement, on va dire, d'une telle complexité. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que j'ai mis une citation de Darwin qui est tirée de l'origine des espèces, où Darwin dit... vous voyez ce talus, alors il décrit un talus où il y a des herbes différentes, des plantes différentes, et puis des animaux différents, des vers, des insectes multiples, etc. Et il dit, ce truc-là qui est extrêmement complexe et qui nous paraît insaisissable, parce que comment vous étudiez ça ? Comment vous étudiez cette réalité qui est en permanente interaction. Il y a des rapports entre les plantes et les insectes. Les insectes se font manger par des petits mammifères qui viennent ou par des grenouilles. Voilà. C'est complexe tout ça. Et Darwin dit derrière ce foisonnement, il y a 3 lois. C'est les lois donc, que j'ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire les variabilité, sélection naturelle et héritabilité, qui gouverne l'ensemble de ces choses. Et lui, il a rajouté des choses dans l'origine des espèces sur les interdépendances entre les différentes espèces. Ça va devenir plus tard l'écologie, aujourd'hui l'écologie scientifique, c'est-à-dire qui travaille sur les écosystèmes, sur les rapports entre les différentes espèces, etc. Mais il n'y a rien de plus complexe que ça. C'est pas moins complexe que nos objets à nous. Donc ça aussi, c'est vraiment... Et alors, oui, pour aller vite, parce que je sais qu'il ne faut pas trop rester sur ce point, mais en même temps, c'est très important d'avoir cette vue-là pour voir qu'il faut déconstruire ce rapport qu'on a aux sciences sociales en disant, en les rapprochant de la littérature, en les rapprochant de formes... par exemple, il y a des collègues qui disent on est un peu comme des journalistes. Non. Non, moi, ça me fait beaucoup de peine que des collègues disent ça, parce que même le meilleur journaliste qui fait des enquêtes, non, il fait pas de la science. Il fait pas de la science. Il peut vérifier ses faits, mais il construit pas théoriquement ses objets. Il n'a pas de tradition théorique qui lui permet d'interroger profondément les activités dont il parle. Par contre, des fois, ils connaissent mieux leur terrain que beaucoup de sociologues qui vont très très vite sur le terrain, ça c'est sûr. Mais c'est autre chose. Ça suffit pas. C'est comme si vous disiez, est-ce que ça suffit pour être biologiste juste de décrire le talus dont je parlais tout à l'heure? Non. Même si c'est une description très juste, après avoir filmé, vous allez décrire. C'est pas ça. Il faut trouver des principes d'organisation de ce que vous avez observé. Donc l'observation, c'est une bonne chose, ça part de là. Nous ne pouvons rien de manière très spéculative, mais nous n'avons pas terminé notre travail quand nous avons fini de décrire, enfin si tant est qu'on puisse terminer une description, telle ou telle activité, telle ou telle partie du monde.
Donc, il fallait lutter contre ça. Et pour lutter contre ça, il y a deux façons, en fait. Il faut arriver à mettre l'humanité à distance. C'est-à-dire, pour arriver à dégager des invariants sur l'ensemble des sociétés humaines et des lois de fonctionnement sur l'ensemble des sociétés humaines, il faut mettre à distance ces sociétés humaines. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester enfermé comme tous les gens le font en général. C'est-à-dire les historiens travaillent sur des périodes données, généralement d'un pays donné ou d'un groupe de pays donnés. Les sociologues travaillent plutôt sur le monde contemporain aujourd'hui. Ils sont repliés dans le présent, comme disait un sociologue allemand qui n'aimait pas ça du tout. Il s'appelait Norbert Elias. Il disait on travaille complètement enfermé dans le présent. Et on ne voit pas d'où nous venons. On n'a pas le sens de l'histoire comme sociologue. Et puis des anthropologues, à l'origine, ont travaillé essentiellement sur des sociétés de chasseurs-cueilleurs, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils travaillent sur les mêmes sociétés que les sociologues. Mais pendant longtemps, ils ont travaillé sur des sociétés sur lesquelles les sociologues ne travaillaient pas. C'est la société de chasseurs-cueilleurs, c'est pas un objet de sociologue traditionnellement. Donc, si chacun est enfermé dans sa spécialité, dans son type de société, etc., comment vous voulez vous dégager des invariants, des points communs à l'ensemble de ces sociétés, alors qu'on arrive très bien à le faire à propos de sociétés non humaines. Donc là, ça commence à devenir compliqué, mais les deux démarches, c'est comparer ce qui est humain avec ce qui est non humain. À mon avis, c'est le levier comparatif qui est le plus important parce que ça nous permet de regarder de loin nos sociétés. Et d'autant plus que nous sommes la seule espèce humaine en vie. Ça peut vous paraître bizarre, mais il y a je ne sais plus combien il y a des milliers, je crois que c'est 5000 espèces d'abeilles, c'est peut-être 10 000, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus du chiffre. Et vous avez des espèces d'abeilles très, très différentes. Il y a eu des espèces humaines différentes, mais elles ont parfois cohabité. La dernière fois qu'on avait une autre espèce humaine à côté de nous qui vivait en groupe dans des sociétés, etc., c'était les Néandertaliens. Mais ça fait à peu près 30 000, 40 000 ans que nous avons plus de... Il nous reste des petits bouts de gènes de Néandertaliens, ce qui veut dire qu'on a accouché avec des Néandertaliens. Enfin, il y a eu des échanges entre ces deux espèces. Voilà. Donc on n'était pas complètement fermés les uns par rapport aux autres. Et d'ailleurs, je vous signale qu'on sait aujourd'hui que les gens les plus protégés du Covid, c'est ceux qui ont des petits bouts de Néandertaliens en eux. Certains types de morceaux de Néandertaliens. Hein. Parce qu'une autre partie vous met encore plus malade. Voilà. Et comme disent les spécialistes, ils disent aujourd'hui, les petits bouts que vous avez de Néandertaliens dans votre génome sont positifs, mais il suffit que le virus change. Si on a un autre virus dans 5 ans, c'est peut-être ceux-là qui vont mourir. Hein. Donc ne vous réjouissez pas, je ne vous apporte aucune bonne nouvelle ce soir. Alors, on a vu que dans la première partie... J'ai pas dit la deuxième démarche, au moins je la signale, c'est soit comparer les espèces... j'allais le développer, en fait. Ah, ben alors. Ouais. Non, j'allais surtout clore la première partie pour qu'on attaque la deuxième partie. On va structurer, fondamentalement. Structurons. La première partie, c'était vraiment partir de cette frustration de constater que tout ce qu'on avait opposé à une scientificité des sciences sociales tombait, et là, vous les faites tomber une à une. Donc voilà, on découvrira, parce qu'il y a fait de très très belles démonstrations de pourquoi ça c'est pas vrai, soit ça tombe pas, voilà, ça tient pas, ça tient pas. Donc vous faites tomber tout, et là vous surmontez votre frustration, ce qui est déjà plutôt une satisfaction. Ah bah oui, ça fait toujours plaisir. Et dans la deuxième partie, donc pour dégager les spécificités des sociétés humaines, vous avancez l'idée que les sciences sociales ont besoin de leviers comparatifs, donc des points de comparaison. Il existe déjà des points de comparaison intersociétés, Testard entre autres, etc. Vous l'évoquez beaucoup. Mais très peu. Ouais. Et dans l'espace et dans le temps. Il y a les points de comparaison intersociétés dans l'espace et dans le temps. Mais selon vous, pour dégager les spécificités des sociétés humaines et en saisir les structures profondes, il faut maintenant comparer ces sociétés animales humaines
j'insiste, les sociétés animales-humaines, aux sociétés animales non humaines. Alors expliquez-nous pourquoi il va falloir comparer maintenant et en faisant appel à des disciplines qui viennent des sciences de la nature notamment. Oui, alors il y a des sociologues qui existent, qui sont formés en biologie et pas en sociologie, et c'est bien dommage, et qui s'appellent les éthologues. Les éthologues, une partie des éthologues, parce qu'une partie des éthologues travaille aussi sur des questions cognitives plutôt que sociales, mais une partie des éthologues qui parfois sont désignés par le type d'espèces sur lesquelles ils travaillent essentiellement. Donc il y a des myrmécologues qui travaillent sur les fourmis, il y a des primatologues qui travaillent sur les primates, etc. Hein. Bon, des ornithologues, et donc, il se trouve que ces gens, alors qui ont une durée de vie beaucoup plus courte que la nôtre, hein, je le dis mal, ils sont nés beaucoup plus tardivement que nous. C'est-à-dire ils ont à peu près 80... Oui, non, ils ne meurent pas plus jeunes que nous. Il n'y a aucune raison qu'un éthologue meure plus jeune qu'un sociologue. Donc je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est que ils n'ont que 80 ans collectivement de vie, voilà. Et pourtant, ils ont découvert des choses extraordinaires. Et parce qu'ils sont formés en biologie et qu'ils ont pas peur d'être scientifiques, eux. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont montré ? Ils ont montré des tonnes de choses et ils ont montré que y a évidemment des sociétés animales non humaines, qu'elles sont structurées, qu'elles ont des hiérarchies, qu'elles ont des pratiques de l'exogamie et des évitements de l'inceste, qu'elles ont des soins parentaux, qu'elles ont des conflits entre groupes à l'intérieur d'une même espèce. Comme ça nous paraît très très étrange, hein, ces histoires de groupes qui sont en conflit, qui se font la guerre. Il y a des cas de guerre chez les chimpanzés, des groupes qui font de la surveillance aux frontières. Si un autre groupe veut rentrer sur le territoire, ça se passe très très mal pour ceux qui veulent rentrer. Mais c'est le cas des fourmis. Les fourmis, il y a une signature chimique par colonie, par fourmilière. Si vous avez une malheureuse fourmi d'une autre colonie qui s'est égarée et qui vient, elle se fait tuer immédiatement. C'est-à-dire, on sent que c'est pas la bonne, qu'elle n'est pas l'une d'entre nous, et c'est pas possible, donc on la détruit. Donc bon. Alors j'ai un collègue que je connais bien qui est primatologue à Montréal et qui dit, parce qu'il travaille sur les primates, en fait, il n'y a pas plus raciste ou xénophobe qu'un chimpanzé. Parce qu'il voit, pour un chimpanzé, c'est très clair que s'il n'est pas de son groupe, c'est un ennemi. Et ça va mal se passer. S'il s'approche un peu trop, s'il vient sur le territoire, s'approprier des ressources qui ne sont pas les siennes, etc., etc. Encore une fois, surveillance aux frontières, etc. Sauf que, alors, c'est vrai qu'ils sont xénophobes, ils n'aiment pas les autres groupes, mais ils font quand même à peu près la même chose, et je dirais même c'est pire, chez les fourmis. Les fourmis, elles détruisent systématiquement. Les chimpanzés, ils peuvent faire peur, ils peuvent essayer d'éloigner, ils peuvent en blesser un pour faire comprendre aux autres que voilà, il ne faut pas s'approcher sur son territoire. Les fourmis sont beaucoup plus radicales, elles tuent. Les humains, ça dépend des conditions, en fait. Donc on ne va pas parler de choses horribles ce soir, mais voilà. L'évitement de l'inceste, c'est ce par quoi je suis rentré, en fait, sur ce terrain-là, parce que quand même, moi, j'ai appris, parce que j'ai fait de l'anthropologie aussi, des cours d'anthropologie, j'ai lu Freud, etc. Que ce soit Freud, que ce soit Lévi-Strauss, les deux disent ce qui est constitutif de l'humanité, c'est l'évitement de l'inceste. Voilà, c'est ça qui nous fait être humains. Alors, c'est faux. C'est faux. Alors, on a commencé à le découvrir chez les primates, parce qu'on allait vers nos proches cousins, etc. Lévi-Strauss, qui écrivait ça dans les structures élémentaires de la parenté, n'a jamais corrigé, alors que les primatologues... il y a eu plusieurs éditions des structures élémentaires de la parenté. Au début, quand il a écrit son livre, c'était pas connu. Mais au bout d'un certain temps, c'était connu.
attesté, etc. Chez les grands singes, on ne couche pas avec sa mère, son père, sa sœur, son frère, avec sa tante non plus. Ça devient un peu plus délicat avec la cousine. Bon, mais comme chez nous, hein, je pourrais citer des noms de gens qui vont vers leur cousine. C'est pas un truc complètement déterminé, ça varie selon les sociétés. Bon. Mais en tout cas, il y a évitement de l'inceste. Mais si vous allez très très loin dans les taxons du vivant, une reine des abeilles, quand elles sont en colonie, se fait féconder par un faux bourdon, un mâle abeille, si vous voulez, un faux bourdon qui vient d'une autre colonie. Elle quitte son groupe pour aller se faire féconder. Elle revient et on ne verra plus le mâle. C'est elle qui produit la progéniture pour l'ensemble du groupe, qui est composé uniquement de ses filles. C'est ça la structure sociale des abeilles. Il n'y a aucun mâle. S'il en reste quelques-uns au départ, ils sont tués ou on leur signifie de partir. Donc, vous voyez, il y a des formes de société très différentes. En fait, dans cette partie, ce que vous faites, c'est que vous prenez tous les prétendus propres de l'homme, oui. Et petit à petit, vous vous dites ça c'est faux, ça c'est faux, oui. Ça c'est faux. Et comme ça, vous dressez l'intelligence, l'inventivité comportementale, pardon. Donc il y a plein de choses comme ça que vous remettez en question en disant non, ça aussi, ça existe dans les sociétés animales. Oui, mais j'ai même des collègues, on est en deçà de ce que je pensais dans la connaissance de ces choses-là, puisque j'ai des collègues qui doutent qu'il y ait des sociétés véritablement animales non humaines. Et alors là, je ne sais pas, les bras et les pieds, tout m'en tombe, comme on dit. C'est vraiment anti-scientifique au possible. C'est vraiment ne pas faire confiance à tous les gens qui travaillent là-dessus quotidiennement depuis à peu près 80 ans. Bien sûr qu'il y a des structures sociales. Et bien sûr, même qu'il y a des formes de variation culturelle, des débuts de variation culturelle d'un groupe à un autre chez les chimpanzés, par exemple. Il n'y a pas tout à fait les mêmes techniques pour casser les noix, parce qu'ils ont des outils impropres de l'homme. On a dit à un moment donné, on a libéré notre main par la bipédie, etc. C'est formidable. Homo faber, c'est l'outil qui nous distingue. Et puis, depuis, alors il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un nouvel article dans les revues Nature, Science, PNAS, pardon, oui, c'est ça, etc. Enfin, toutes les revues qui peuvent publier ces choses-là, qui montrent que tel oiseau a utilisé tel outil, que les abeilles, les guêpes utilisent des éléments pour faire fuir d'autres, notamment des frelons. Donc elles vont chercher de la bouse de vache, par exemple, elles les mettent à l'entrée de la ruche pour éloigner les frelons qui sont extrêmement dangereux. Il y a des petits bâtons qui sont utilisés par des oiseaux. Parmi les oiseaux, il y a aussi les oiseaux à gros cerveau qui ont connu exactement le même processus d'encéphalisation, c'est-à-dire d'augmentation du volume du cerveau par rapport à la taille du corps que toute la partie des primates. C'est-à-dire les primates sont rentrés dans un processus d'encéphalisation et nous sommes les primates à plus gros cerveau par rapport à notre corps. Et d'ailleurs, ils mangent la grande majorité de notre énergie, donc ça a posé des problèmes en termes évolutifs assez compliqués parce que le cerveau a besoin de beaucoup d'énergie pour arriver à survivre. Hein. Je crois que ça pompe 40% de l'énergie, alors que par rapport au corps, évidemment, on aurait l'impression que c'est le reste, les muscles, etc., qui prennent beaucoup d'énergie. Non, c'est le cerveau qui est très énergivore. Et donc, il y a des corbeaux qui ont des gros cerveaux par rapport à d'autres oiseaux, qui prennent des tiges métalliques, qui trouvent, évidemment. Hein, ils n'ont pas inventé le métal, ça c'est sûr. Mais quand ils trouvent une tige métallique, ils peuvent le recourber et le prendre dans le bec et aller chercher des choses qu'ils ne peuvent pas atteindre sans ça. De même que les chimpanzés peuvent mâchonner des petites... mâchouiller plutôt, mâchonner, je ne sais
sais pas pourquoi j'invente des mots maintenant. C'est la fatigue. Qui mâchouillent des brindilles pour faire des sortes de petits balais comme ça. Ils vont chercher des fourmis ou des termites. C'est parce que c'est délicieux. Enfin, je vous laisse juge du goût des chimpanzés. Mais donc, ils vont chercher. C'est très astucieux parce qu'ils en ramènent beaucoup plus avec un système comme ça de petits éléments qui vont chercher, comme quand vous avez les épouses poussières. Comment ça s'appelle? Je ne trouve pas mes mots ce soir. On va dire que c'est un artefact. Non, mais voilà, pour faire l'objet, les mais plumeaux, je voilà, plumeaux. Voilà. En fait, toute cette partie, c'est une façon à partir du point de comparaison. Donc là, vous travaillez à partir d'éthologues, de biologistes, etc. Vous établissez des points de comparaison pour montrer aussi ensuite, et c'est là où on arrive justement dans la partie, les spécificités des sociétés humaines. Et donc, votre objectif, c'est de dégager des invariants dans les sociétés humaines et de démontrer qu'une partie de ces invariants tient aux contraintes que la biologie humaine a fait peser sur les structures sociales. Et la notion essentielle au cœur de votre livre repose sur l'altricialité secondaire. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est ce fait biologique et pourquoi il est déterminant pour la construction de nos rapports sociaux? Alors, oui, là, c'est vraiment le cœur en fait de mon travail, mais c'est important que j'ai dit ce que j'ai dit avant, parce qu'en fait, l'altricialité secondaire, c'est une propriété spécifique à l'humain, mais qui est dans un continuum d'altricialité ou de précocité. Ça concerne ce qu'on appelle le développement ontogénétique. C'est-à-dire chaque espèce a un développement ontogénétique. Il y a des insectes, au bout de quelques heures, ils peuvent se reproduire. Donc ils ont un cycle de vie hyper rapide. Imaginez pour des humains que ce soit possible. Voilà, on naîtrait et au bout de quelques heures, on pourrait déjà se reproduire. Nous, il faut attendre très très longtemps déjà. Ce qui est une prise de risque dans l'histoire du vivant incroyable. On est les champions pour attendre très longtemps. Comme je dis parfois, j'ai parlé de tout ça devant des collégiens, collégiennes, et en leur disant qu'on attendait très longtemps avant d'avoir la maturité sexuelle, et ils me regardaient. Donc je leur ai dit, mais pensez aux insectes. Je ne vous dis pas que du point de vue humain, nous, ça nous paraît jeune, évidemment, d'avoir des rapports sexuels à 12 ans, etc. Mais du point de vue de la biologie évolutive, ça veut dire que pendant 12 ans, il ne faut pas que la personne meure. Ce qui est énorme. Hein. Pour la survie de l'espèce. C'est ça qui est le... c'est ça le système du vivant. Le vivant essaye de se maintenir, de se reproduire, de s'étendre s'il peut, etc. C'est la base de la biologie évolutive. Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas fécond avant l'âge de 12 ans, 11 ans, c'est une prise de risque énorme. Alors, c'est une prise de risque énorme parce que pour des raisons qui vont être liées à l'altricialité secondaire, la première cause de mortalité pendant très très longtemps dans l'histoire humaine, c'est l'accouchement. La mère peut mourir, l'enfant peut mourir. Nous sommes le premier mammifère à avoir besoin de présence étrangère d'accompagnement. Les paléoanthropologues disent le plus vieux métier du monde, c'est sage-femme, parce qu'on n'a pas pu faire autrement. Ce serait trop long à expliquer, mais il y a, par la bipédie, les femmes ont un bassin rétréci, sauf qu'en même temps, les petits sont dans un processus d'encéphalisation, ils ont des grosses têtes, que du coup, si vous voulez atteindre la maturation complète du cerveau, le bébé ne passerait pas. C'est pas possible. La tête serait trop grosse, donc il n'y aurait aucune naissance viable. Donc, il y a eu un compromis, comme disent les biologistes. Il a fallu produire des petits. On accouche d'un petit qui n'est pas terminé du tout. Du tout, qui est hyper vulnérable, qui a besoin d'énormément de soins. Tous ceux qui ont eu des enfants savent à quel point. Alors, quand ils sont grands-parents, ils ont oublié, parce que moi j'ai eu un enfant, il a 26 ans, j'ai oublié. Mais croyez-moi que quand je m'en rappelle, voilà, on sait ce que c'est que s'occuper d'un enfant
humain, même alors qu'on est dans des sociétés où on a beaucoup plus de facilité par rapport à cet enfant-là, mais de confort. La chaleur nous est donnée par notre chauffage. On n'a plus de prédateurs qui risquent de venir attraper le petit. On n'a pas de problème de protection comme ça. On a réglé tous ces problèmes. Malgré tout, ça rend les gens fous d'être seuls avec un enfant. C'est quasiment pas possible. Et d'ailleurs, les paléoanthropologues et anthropologues disent une des particularités de l'espèce humaine, alors elle est partagée en partie avec certains primates, c'est un élevage coopératif, collectif. Aujourd'hui, on dit, oui, ok, les parents, mais on sait très bien que c'est la crèche, que c'est l'école maternelle, que c'est la nourrice, que c'est la grand-mère ou les grands-mères, que c'est des fois la tante, la cousine ou je ne sais quoi, ou des babysitters. On est hyper entouré pour ne pas être dans un tête-à-tête d'une seule personne avec le petit, ce qui est le cas des chimpanzés. Une mère chimpanzé, personne du groupe ne s'approche du petit. D'ailleurs, souvent on dit chez les humains, ah ben, elle c'est une mère chimpanzé, pour désigner ça. Ça part d'un truc vrai. Chez les chimpanzés, elles sont hyper protectrices et personne ne s'occupe du petit. Alors que chez d'autres mammifères, par exemple les dauphins, les baleines, etc., il y a des crèches, ce que les éthologues appellent des crèches. C'est-à-dire que les femelles sont ensemble, elles mettent les petits au milieu. Quand il y en a une qui descend chasser, les autres surveillent les petits qui sont au centre du groupe et les mâles, ils sont en périphérie pour voir venir si éventuellement il y a des requins ou des prédateurs qui pourraient venir. Donc ils sont hyper protégés et ils sont protégés collectivement. Donc nous ne sommes pas totalement les seuls, mais par contre, en termes de degré de vulnérabilité, c'est énorme. C'est ça qu'on appelle l'altricialité secondaire. Puisque, alors... C'est le temps pendant lequel l'enfant est vulnérable et dépendant voilà. de ses parents. Alors, ou du groupe. Voilà. D'abord vulnérable sur le plan physique. Un enfant, vous le mettez au monde, il ne va pas se débrouiller. Bon, tout le monde est d'accord. Il faut très longtemps pour arriver à lui apprendre l'autonomie. On sait très bien que c'est un temps long pour qu'il commence à rentrer dans le langage, qu'il commence à être propre, qu'il commence à savoir marcher, etc. etc. Ça le distingue, si vous voulez, des mammifères précoces. C'est-à-dire, il y a des petits mammifères qui sortent du ventre de la mère et qui, très rapidement, on dit qu'ils sont compétents. Les éthologues disent qu'ils sont compétents, c'est-à-dire qu'ils arrivent à se débrouiller. Ça ne veut pas dire qu'ils n'apprennent pas avec leurs parents, parce qu'ils continuent à être derrière pendant un bon petit moment, mais ils vont partir au bout de 3 ans, par exemple. Et 3 ans, nous, on dit à nos petits, bon, c'est bon, tu as 3 ans, chance de survie à peu près égale à 0, hein, évidemment. Donc, nous, ça dure très très longtemps, et c'est compliqué parce que non seulement physiquement, nous sommes dépendants, mais il y a une autre chose qui se rajoute et qui est notre particularité. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait de la culture chez les animaux non humains, mais ce qui nous distingue d'eux, c'est une accumulation culturelle. C'est-à-dire c'est la possibilité sur la base d'un état culturel donné, de créer un état culturel un peu plus riche, un peu plus sophistiqué, etc., en combinant des éléments de l'état culturel donné qu'on a hérité en naissant dans un groupe donné, etc. Et les sociétés humaines n'ont cessé, comme ça, d'avancer. Donc aujourd'hui, évidemment, si on est enfermé dans le présent, quand on dit aux gens, bah oui, mais les chimpanzés aussi, ils cassent des noix, etc. Bon, les gens ils disent, oui, enfin, ok, nous on a des micro-ondes, des TGV, des téléphones portables, etc. Tout ça est lié d'ailleurs une bonne partie à la mécanique quantique qui a été inventée très tardivement dans l'histoire de l'humanité. Et donc, ça n'a rien à voir. Et bon, alors moi, je rappelle toujours à ces gens-là que pendant des centaines de milliers d'années, le genre Homo s'est contenté de casser des pierres. Donc on ne peut pas dire que ce soit brillant tout de suite. Voilà. Que même, il y a de telles proximités avec des groupes de primates qu'on a cru pendant longtemps que
c'était soit des australopithèques, soit des premiers humains qui cassaient ces pierres. Et dans certains cas, on a découvert que c'était sans doute des groupes de primates qui cassaient ces pierres. Donc ça veut dire qu'il y a eu une continuité évolutive, qu'il y a certains primates qui ont cassé des pierres pour trancher, pour racler, pour couper. Bon. Et que nous, pendant longtemps, on a cassé des pierres. Et sur les gens qui sont spécialistes de la culture lithique, comme on dit, la culture de la pierre, de tous les outils qu'on fait avec des pierres, eh bien, ils disent ça ne bouge pas pendant des centaines de milliers d'années. Donc, encore une fois, on n'est pas immédiatement des champions de la cumulativité culturelle. Donc, il faut être prudent quand on dit que les chimpanzés ne cumulent pas culturellement, parce que déjà, on les observe avec des outils quand même. Ils cassent, ils vont chercher des pierres plates et d'autres pierres pour casser des noix. C'est déjà quelque chose de sophistiqué. Ça suppose de sélectionner des pierres particulières dans l'environnement. Ça suppose des techniques aussi pour casser les noix, ce qui est pas, enfin les coquilles en général de fruits secs. Et du coup, les petits, ils passent longtemps à observer, plus ou moins bien d'ailleurs. C'est un des problèmes dans la transmission culturelle chez les chimpanzés, c'est qu'ils ne sont pas très attentifs. C'est un peu les mauvais élèves par rapport à des enfants humains qui sont beaucoup plus tournés vers les adultes, qui regardent les yeux des adultes, qui regardent les gestes des adultes, etc. Ce que font beaucoup moins bien les primates. Et donc, nous, on a cette capacité à cumuler de la culture, mais ça s'est fait lentement. Et évidemment, ça a décollé. Quand vous voyez les courbes de production d'artefacts, c'est au 19e qu'on a une montée telle qu'aujourd'hui, nous avons dépassé le poids de la biomasse en poids d'artefacts. C'est-à-dire ce que l'humanité a produit en goudron, ciment, métaux, tout ce que vous voulez, tout ce que nous avons construit a dépassé le poids de la biomasse. La biomasse, ça veut dire des planctons aux végétaux, les animaux, etc. Tout ça a été étudié, simulé par des spécialistes. Et donc, ça donne un peu l'idée de notre impact sur la planète. Au passage, quand même, quand les gens doutent de notre capacité de destruction de la biodiversité ou du dérèglement climatique, savoir que nous avons dépassé le poids de l'ensemble du vivant sur Terre donne un peu la mesure de ce que nous avons fait sur cette Terre depuis 300 000 ans pour Homo sapiens et depuis 3 millions d'années pour le genre Homo. Donc, ça va nous distinguer encore un peu plus, c'est-à-dire que notre altricialité, elle est encore plus grande, parce que survivre n'est pas qu'une question physique, c'est aussi une question culturelle. Nous vivons dans des sociétés où si nous ne transmettons pas la culture qui permet de faire fonctionner nos sociétés, nous mourrons. Imaginez, c'est impossible, mais imaginez que d'un coup, tous les savoirs pour produire de l'électricité se perdent. C'est la catastrophe mondiale. Parce que tout repose là-dessus. On va chercher notre nourriture dans des magasins qui gardent ça il y a une chaîne du froid qui est maintenue, on a des moyens de conservation grâce à l'électricité, on a des réfrigérateurs chez nous, on a des tonnes de choses qui ont permis notre mode sur lequel repose tout notre mode de vie. Enfin, nos transports, tout ça a demandé de l'électricité. Mais même pendant longtemps, il n'y avait pas de lumière. La nuit, c'était nuit, quoi. Donc aujourd'hui, on a un type d'activité qui dépend de l'électricité en permanence. Si ces savoirs étaient perdus, nous ne survivons pas. Donc les savoirs, la transmission culturelle est quelque chose qui est extrêmement important pour la survie du groupe, de nos groupes. Et du coup, ça rend encore plus dépendants les enfants, qui peuvent naître dans un milieu, imaginez des chasseurs-cueilleurs.
aborigènes, ils avaient à apprendre le propulseur, la lance, la hache, certaines techniques pour faire le feu, etc. Et d'ailleurs, une partie de ces techniques, nous ne les connaissons même plus. Il suffit de voir les gens sur Koh-Lanta, à part ceux qui ont fait des stages de survie. Qui sait faire du feu ici ? Enfin, si je leur enlève les briquets, hein, évidemment. C'est-à-dire sans moyens sophistiqués pour faire du feu. Bon. Mais le nombre de techniques et de savoirs et de savoir-faire au tout début de l'humanité était beaucoup plus faible que ceux que nous devons apprendre aujourd'hui. Donc ça veut dire, ça explique l'allongement de la scolarité, le fait que les enfants deviennent adolescents et restent dépendants de leurs parents. On part de plus en plus tard de chez ses parents dans l'histoire de l'humanité. Hein. Y a des gens qui commencent leur thèse, ils sont toujours chez leurs parents parce que leurs parents ont des grands appartements, etc. Ou si les parents payent, ils restent dépendants économiquement de leurs parents. Et pas que, parce que c'est jamais qu'une histoire d'argent, c'est des rapports affectifs, c'est des échanges divers et variés. Quand je fais des enquêtes, je peux vérifier à chaque fois que des gens qui ont 60 ans et qui ont encore leurs parents, ils peuvent téléphoner parfois tous les jours à leurs parents. Donc c'est des liens de dépendance affective, de dépendance culturelle pendant très longtemps, de dépendance qui ont été physiologiques pendant très longtemps. Et donc cette dépendance va être à la base de nombreux éléments de la structuration sociale de toutes les sociétés humaines. Parce que c'est là le point qui, je crois, vous intéresse le plus, ou en particulier, ce sont les conséquences sociales de l'astricialité secondaire, puis tertiaire. Parce que vous, alors, c'est pas vous qui inventez le principe de altricialité secondaire, mais vous inventez le principe d'altricialité tertiaire, ou permanente, qui amène à des rapports de dépendance et de domination. Et c'est le « et » de domination qui, là, m'intéresse. C'est-à-dire qu'en fait, et là, je sais que ça choque toujours les gens quand je leur dis que les parents dominent leurs enfants, mais c'est un fait technique. C'est-à-dire qu'un parent, il est plus fort physiquement. S'il ne s'occupe pas de ses enfants, s'il les maltraite physiquement, il peut mourir. Il y a toujours, d'ailleurs, un pourcentage d'infanticide parental dans toutes les sociétés humaines connues, qui rappelle que le pouvoir des parents est extraordinairement fort par rapport aux enfants. Donc les enfants dépendent complètement des parents. Alors, généralement, on ne voit pas le rapport de domination ou le rapport de pouvoir des parents sur les enfants parce qu'on voit le côté positif. C'est qu'évidemment, on fait tout ça pour eux, pour qu'ils survivent. Donc les parents, ils s'illusionnent sur le rapport réel qu'ils ont par rapport à leurs enfants, parce qu'ils disent moi, je me suis sacrifié, j'ai donné beaucoup d'heures, etc. Ils n'empêchent. C'est à la fois, on les domine, et en même temps, qu'est-ce qu'il y a de plus dépendant que de dépendre de quelqu'un pour sa propre survie ? Ça indique bien le rapport dissymétrique des forces entre les parents et les enfants. Bon. Et les cas d'inceste aussi. Les gens qui ont travaillé sur les incestes montrent bien que le rapport d'autorité précède le rapport sexuel. C'est ce qui rend possible. Parce qu'il y a de l'autorité, parce qu'il y a du pouvoir exercé. Celui qui va pratiquer, qui est l'incesteur, plus rarement l'incesteuse, si on me permet cette modification de vocabulaire. Il y a quelques femmes qui peuvent produire des incestes, mais c'est beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ça prouve, à chaque fois, on voit le décalage d'âge entre les incesteurs et les incestés. Donc ça rappelle tout ça, plus les mauvais traitements, plus les infanticides parentaux ou les abandons parentaux, ce qui est une manière de tuer les enfants, quand on les laisse... pas à d'autres personnes, mais dans des poubelles ou dans des lieux où personne ne va les trouver, etc. Ça prouve bien que nous avons du pouvoir sur nos enfants. Donc il y a deux faces, ce que j'appelle la face sombre et la face claire. La face claire, c'est que l'humanité a été obligée d'être altruiste. Nous sommes obligés de donner beaucoup à nos enfants. Et Darwin disait, c'est la base des rapports sociaux chez les humains, c'est-à-dire cet altruisme qui fait que
je ne suis pas uniquement tourné... Enfin, franchement, si on était égoïste, les enfants, il y aurait beaucoup plus d'infanticide, hein, en fait. Parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, il faut qu'on ait envie de s'occuper d'un petit être qui est complètement vulnérable, d'y passer beaucoup de temps, alors qu'on aimerait faire autre chose. La plupart du temps, si les parents se le refilent, c'est pour dire moi, j'ai besoin de souffler parce que j'en peux plus, j'ai besoin d'avoir une autre vie, etc. Donc, ça veut dire qu'il a fallu une grande dose d'altruisme à cause de la particularité de notre espèce, de petits qui demandent une présence, un soin constant. Et puis, il a fallu accepter pendant longtemps d'avoir des enfants, puis des adolescents, puis même des post-adolescents, parfois dépendants, parce qu'il faut le temps de transmission culturelle avant qu'ils soient totalement autonomes. Il y a des gens quand même, hein, quand vous faites des études de médecine, quand vous faites des études de pilote d'avion, ou quand vous avez une thèse, vous terminez, enfin, au mieux... quand vous êtes très jeune, à 27 ans par exemple, en maths, ils peuvent terminer à 25 ans, c'est bon. Mais les maths, c'est pas la même chose, ça va toujours beaucoup plus vite. Mais à l'échelle des autres, enfin, si vous comparez avec d'autres espèces, le fait de ne pas être productif dans la société avant même 25 ans, c'est énorme. C'est tout à fait inédit dans l'ensemble des espèces. Et ça a pesé énormément. Alors ça pèse dans les rapports de domination qui vont se mettre en place dans toutes les sociétés humaines. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit dans toutes les sociétés humaines que les vieux dominent les plus jeunes. Même les premières formes de sociétés humaines sont des gérontocraties. Alors, les aborigènes d'Australie, sur lesquels je reviens, parce que c'est souvent considéré comme les sociétés les plus anciennes ou les des formes approchant les premiers types de sociétés, c'est des gérontocrates qui gouvernent. L'Afrique lignagère, c'est la même chose. C'est les vieux, il y a des conseils des sages, il y a des... Voilà. J'y reviendrai sans doute, mais c'est des hommes. Donc il y a deux types de rapports de domination, les rapports hommes-femmes et les rapports vieux-jeunes. Et on continue sur les aînés et les cadets. Ça, c'est une évidence pour les anthropologues. Toutes les sociétés humaines connues ont des différences entre aînés et cadets. C'est très récemment que les différences entre aînés et cadets se sont quasiment... se sont estompées. Alors, pas dans toutes les sociétés humaines. Il y a encore des sociétés où être aîné est un privilège. Mais pour des raisons qui seraient un peu compliquées et que j'explique dans mon bouquin, à un moment donné, à cause de l'école, etc., les aînés perdent une partie de leurs privilèges. Les vieux continuaient à dominer les plus jeunes. Quand on nous raconte que les jeunes start-upers, etc., peuvent dominer des vieux, etc., c'est faux, disait Piketty. Piketty montre très bien que la Silicon Valley, c'est les vieux qui ont le plus gros capital et qui dominent les plus jeunes entrepreneurs, même les plus efficaces, ayant trouvé des procédés technologiques qui se vendent très bien, etc. C'est les vieux qui ont le pouvoir. Si vous regardez les assemblées nationales dans tous les pays, les académies dans tous les pays, etc., c'est que des vieux. Quand vous voyez un pays avec une moyenne d'âge qui descend, c'est souvent signe que ça bouge dans le pays, qu'il y a du progrès social, etc. On remet en cause les privilèges des plus vieux qui tenaient le pouvoir dans la société. Donc, les vieux gouvernent ou dominent les jeunes, les aînés dominent les cadets, et on continue avec... alors c'est une véritable loi que j'ai formulée, qui est la loi de la prévalence de l'antériorité sur la postériorité. Quand vous arrivez avant, donc les parents arrivent avant les enfants, donc ils dominent les enfants. Les aînés sont arrivés avant les cadets, donc ils dominent les cadets. Mais c'est valable aussi pour des structures sociales. Les lignages arrivés avant dominent dans les hiérarchies, elles sont au-dessus des lignages qui sont arrivés après, qui ont des ancêtres qui sont arrivés après.
Mais ça continue encore. Et là, au bout d'un moment, ça fait beaucoup de preuves empiriques de ces rapports de domination. C'est aussi le rapport avec les esprits. C'est-à-dire que nous avons comme particularité, à cause des capacités symboliques de notre langage, à formuler, à imaginer des choses qui n'existent pas. C'est la capacité symbolique, c'est la capacité de déplacement, comme disent les linguistes, c'est-à-dire nous pouvons parler, nous pouvons sortir du présent. Je peux vous raconter quelque chose qui est arrivé hier et qui n'existe plus. Je peux vous parler de ce que je projette de faire dans un an. Mais je peux aussi vous parler de choses qui n'existent pas et que nous avons construites. Des esprits de la nature, des esprits des animaux, des esprits des ancêtres, etc. Alors, désolé si je choque des gens, mais les divinités, les dieux, etc. sont des constructions humaines qui ont été nécessaires aux humains, je le précise, parce que sinon on ne les aurait pas inventées. Mais on a eu besoin de formuler ces entités supranaturelles pour un certain nombre de raisons. Et parmi ces raisons, quand vous regardez ce que font les gens dans toutes les sociétés humaines, alors au passage, je dis c'est un invariant. Il y a du magico-religieux dans toutes les sociétés humaines. Ça devrait intriguer tout le monde, mais tout le monde s'en fiche. On se dit, bon. Alors il y a des philosophes qui disent, oui, l'homme a une spiritualité depuis le début, etc. Mais ce n'est pas à des philosophes qu'il faut demander. C'est à des paléoanthropologues, à des préhistoriens. C'est eux qui travaillent sur des traces de rituels, sur des traces de rapports sacrés au monde, etc. Il y a tous les ethnologues qui ont travaillé sur des sociétés très, très différentes des nôtres. À chaque fois, il y a du magico-religieux. Et ça sert à quoi ? Ça sert à... Vous avez un rituel. Alors, il y a un anthropologue anglais qui s'appelle Radcliffe Brown qui disait à chaque fois que vous avez un risque, un danger, vous faites un rituel. On part à la chasse, on fait un rituel pour demander aux esprits de la nature, des animaux, de la forêt, ou aux esprits des ancêtres. Au passage, les ancêtres dominent les vivants. Il ne faut surtout pas fâcher les ancêtres. Pourtant, ils sont morts depuis longtemps, mais il y a des esprits. Donc, il faut suivre la tradition, sinon les ancêtres, ils vont nous porter malheur, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les rituels ? On mobilise des esprits pour se mettre sous leur protection et leur demander, s'il vous plaît, grosso modo, on va faire de la chasse, il faut qu'elle soit bonne, cette chasse. On va faire la guerre, on fait des rituels pour qu'on ne meure pas plus que notre ennemi. On a un accouchement, on fait un rituel pour... voilà. Je vous ai dit tout à l'heure, une des principales causes de mortalité, c'est l'accouchement. Et donc, il y a des rituels qui sont là pour protéger symboliquement, pour dire, pour appeler la clémence des esprits, l'aide des esprits, etc. Donc, à chaque fois, et d'ailleurs, les enfants, parce qu'ils peuvent mourir aussi dans les premières années d'épidémies, etc., on leur met des petites amulettes voilà, autour du poignet. Je vais y arriver ce soir, vraiment. Donc à chaque fois, on se met sous protection, sous dépendance. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Radcliffe Brown, pour définir ce que c'était que le sentiment religieux, il disait c'est un sentiment de dépendance. Ce sentiment de dépendance, on le comprend très bien si on rattache ce sentiment à un fait réel, objectif de dépendance à l'égard des parents. C'est-à-dire toute notre vie, on recherche des protections, que ce soit d'autres humains, d'esprits, de divinités. Voilà, on cherche. Et alors, plus on s'affaiblit, plus on a besoin de protection. Et ça, on le retrouve, y compris dans les relations amoureuses. Là, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça, mais à chaque fois, dans des domaines extraordinairement différents, des psychanalystes ou des psychologues qui travaillent sur les rapports de couple, etc., montrent que souvent, il y a une recherche de dépendance. Et que le problème, c'est que c'est souvent plutôt les femmes qui sont en position de dépendance affective par rapport aux hommes, et que c'est ça qui crée aussi, enfin, qui contribue à créer avec le reste, parce qu'il n'y a pas que ça, le rapport dissymétrique entre les hommes et les femmes. Il y a les femmes traitées comme des enfants. Alors ça, Françoise Héritier montrait
ça très bien. Elle disait, dans toutes les sociétés africaines, vous avez un principe, et on le retrouve ailleurs, c'est une femme, quel que soit son âge, est toujours la cadette d'un homme. Même quand l'homme, c'est son frère cadet. Elle est toujours sa cadette. C'est-à-dire, symboliquement, elle est toujours traitée comme une enfant, comme une mineure, etc. Là, je n'ai pas le temps, mais c'est des tonnes de travaux que je pourrais citer pour vous montrer à quel point les féministes le savent bien, parce que ça fait longtemps qu'elles disent on est traité comme des mineurs. Mais ce n'est pas un hasard. C'est relié à toute cette structure de... on traite comme des enfants ceux qui sont dominés. Et tout ça vient du rapport d'altricialité longue qui est propre à l'humanité. Il y a même une chose qui est assez intéressante, je trouve, qui montre que les choses bougent, parce qu'on peut imaginer que tout ça, si c'est déterminé par une situation biologique de départ, alors comment on va pouvoir bouger tout ça? Alors c'est très compliqué, mais par exemple, je vais vous donner juste deux exemples un peu illustratifs. Erving Goffman, qui est un grand sociologue nord-américain, a travaillé sur les représentations des hommes et des femmes dans les publicités. Je crois que c'était les années 50. Il a pris dans la presse des États-Unis, voilà, dans les magazines familiaux, féminins, etc., des publicités ou des illustrations d'articles, etc., où vous voyez hommes et femmes ensemble, et souvent en interaction. Et une des catégories qu'il a mis en avant, c'est les femmes enfants. C'est-à-dire des femmes manipulées comme des enfants par les hommes qui les portent comme des enfants. Les femmes qui sont toujours avec la tête posée sur l'épaule de l'homme comme un enfant, c'est-à-dire qui cherchent la protection qui est... Alors évidemment, avec les différences, le dimorphisme sexuel de taille, on voit toujours les femmes plus petites que les hommes et en situation d'être comme un enfant qui cherche la protection, de se mettre sous l'aile, comme on dit, parce que les oiseaux font ça aussi, les petits, ils sont protégés par l'aile de la mère ou du père. Et donc, on a ça, et Goffman le constatait. Il ne l'analysait pas plus que ça. Or, on voit bien que cette structure-là, cette structure de la domination masculine qui passe par le fait de traiter les femmes comme des enfants, c'est très récurrent dans l'histoire des sociétés humaines. Ça prend des formes extraordinairement différentes, mais que c'est en train de bouger. Et je voulais vous citer un autre exemple qui est très récent. Il y a eu, je crois, dans Vogue, un petit reportage sur Justine Triet, la réalisatrice de Anatomie d'une chute, avec son compagnon qui est le co-scénariste du film, qui s'appelle Harari, je ne me rappelle plus de son prénom. Peut-être des gens dans la salle qui le savent. Non. C'est Arthur, exactement. Voilà. Et donc, on les voit tous les deux. Et qu'est-ce qu'ils font? J'ai trouvé ça d'une intelligence remarquable. C'est elle qui est comme ça sur le divan, et c'est lui qui est allongé lascivement et qui met sa tête sur son épaule. Et je pense que, connaissant l'extrême intelligence et culture de Justine Triet, c'est pas un hasard si elle a fait cette mise en scène qui montre que... Alors, quand vous voyez les images, vous dites « Ah, c'est choquant ». Enfin, pas choquant, mais ça vous fait rire, à la limite. Au départ, j'ai souri. Et je me suis dit « Mais c'est incroyable ». Elle déconstruit un code, elle met un homme en situation de dépendance, et là, on voit la norme. On voit la norme massive qui est effectivement de ne pas faire ça. C'est plutôt les femmes qui sont en situation, dans la situation d'Arthur Harari dans ses photos. Il est même, parfois, il est debout, lui, il est à genoux. Enfin, bon, c'est la palette, quoi. Alors, est-ce que c'est la photographe qui... Peut-être je prête trop d'intention à Justine Triet, mais je pense quand même qu'elle a dû mettre son grain de sel. Mais ça peut être aussi la photographe. C'est peut-être un mélange des deux. Mais voilà, en tout cas, ça dit quelque chose de nos rapports. Et vous voyez jusqu'où ça va, l'altricialité, les effets sociaux de l'altricialité secondaire dans toutes les sociétés humaines.
c'est des rapports vieux-jeunes, c'est des rapports aînés-cadets, c'est des rapports entre les esprits ou les divinités ou les dieux et les humains, c'est les rapports entre les lignages ou les clans selon leur degré d'antériorité par rapport aux autres, etc. Ça structure en permanence les choses. Et donc, et bien d'autres encore que je n'ai pas le temps de développer là. Donc, quand on va chercher les invariants, on les trouve, alors que tous mes collègues disent c'est pas possible d'en trouver. Et la manière de les trouver, c'est de voir ce qui nous a contraints aux grandes choses qu'on ne voit plus parce qu'on ne voit plus que les différences. Là, je vous ai dit, c'est la même chose pour les esprits de la nature, les esprits de la forêt, de la rivière, de la montagne, etc. Et puis nos dieux monothéistes. Mais évidemment, il y a une longue histoire entre les deux. C'est pas la même chose du tout. Nos religions monothéistes, c'est le produit d'une très très longue histoire. Il y a eu des sociétés polythéistes, il y a eu des sociétés qui n'avaient pas de Dieu à proprement parler. C'est pour ça qu'on parle d'esprit ou d'entités supranaturelles. Et parfois, c'était des esprits des ancêtres, mais des fois, c'est l'esprit effectivement des animaux ou même de la nature minérale, hein, de l'eau, de la montagne, etc. Et du coup, on voit que malgré ces différences, ces variations culturelles, on a des invariants. Et l'invariant, c'est le rapport de protection, le rapport de dépendance dans lequel on se met en permanence. On recherche en permanence ce rapport-là. Et quand on me demande si ça va changer un jour, moi, je ne vois pas comment les enfants pourraient un jour dominer leurs parents. Ça, on est sur une base dure. Notre biologie, ce n'est pas une abstraction. Alors, généralement, quand les sociologues n'aiment pas la biologie, c'est qu'ils pensent génétique. Alors, il faut savoir que même chez les biologistes, si vous leur dites que la biologie, c'est la génétique, ils vous rient au nez. Il y a même une partie des biologistes qui sont en lutte contre les généticiens, qui pensent que tout est gène et tout s'explique par le gène. Pas du tout, pas du tout. Et notamment, la biologie parle on produit des théories des cycles de vie, c'est-à-dire d'histoire de vie. On parle d'histoire de vie dans toutes les espèces pour dire à quel moment on est plus dépendant des parents, à quel moment on peut atteindre la maturité sexuelle, la longévité, est-ce qu'on meurt au bout de 3 semaines comme certains animaux, ou on reste là pendant quelques années ou plusieurs décennies, etc. Tout ça, la biologie étudie ces faits macro-biologiques. Et donc, la biologie, ce qu'elle nous dit, c'est que tout ça, ça nous contraint. Je vais donner un dernier exemple, parce que sinon, j'aurais mauvaise conscience. J'ai lu récemment, je ne l'ai pas mis dans le bouquin, parce que je l'ai découvert un peu tardivement. J'ai lu un texte de François Jacob, qui est un grand biologiste, qui est prix Nobel de biologie, qui est mort maintenant, mais qui a écrit un truc formidable. Alors c'est un petit paragraphe dans la logique du possible, ou je ne sais plus, le jeu du possible. Vous arriverez à retrouver. Il y a possible dans le titre, ça c'est sûr. Il dit à un moment donné, il y a partition sexuée. Bon, dans le vivant. Alors, la grande majorité des plantes, des animaux sont à base de partition sexuée. Mais en fait, ce n'était pas le plus rationnel dans l'histoire évolutive. Se répliquer, c'est beaucoup plus pratique. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher un partenaire, par exemple. Ou de compter sur le fait qu'il y ait une abeille qui va, en se déplaçant, en butinant de l'une à l'autre, va faire que ça va féconder des plantes. Vous dépendez soit d'autres espèces pour qu'il y ait cette fécondation, soit d'un jeu entre les partenaires, parce qu'ils doivent se trouver. Et quand vous voyez les difficultés que les mammifères ont
Il y a des mammifères, les mâles, ils vivent à part des femelles, et puis parfois, 2 semaines dans l'année, c'est le rut. Ils ont juste 2 semaines pour se reproduire. Donc c'est très particulier quand même. Nous, on fait partie des espèces où on peut se reproduire à n'importe quel moment. Les bonobos, la même chose, et puis ça n'en prive pas, je pense dire. Donc on a quelque chose de particulier. Mais François Jacob dit, en fait, il y a des gamètes mâles et des gamètes femelles. Mais en fait, imaginez ce que serait le monde social s'il fallait s'y mettre à 3 pour avoir de la progéniture. Et il ne dit pas ça parce qu'il est libertin ou je ne sais pas quoi. Hein. Non, c'est un problème biologique. On pouvait les faire tout seul. Il y a des animaux qui continuent à faire de la parthénogénèse, par exemple, qui se répliquent. D'ailleurs, les humains ne sont pas complètement... C'est pas dit qu'un jour, les femmes ne puissent pas s'auto-féconder. C'est ça la parthénogénèse. C'est-à-dire que vous dupliquez. Voilà. Vous dupliquez. Du coup, les mâles sont absolument inutiles. Voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Moi, je serais mort depuis très longtemps, donc je m'en fous un peu. Mais voilà. En tout cas, il y a ces solutions-là. Les bactéries, elles se répliquent. Or, nous, on est obligé d'avoir une copulation, ce qui n'est pas le cas de tous les animaux à partition sexuée. Les poissons, ils ne se touchent pas. Les poissons, ils déposent, la femelle dépose ses ovules, puis le mâle passe et il dépose son sperme, et les œufs vont éclore à un moment donné. C'est pour ça d'ailleurs que les mâles s'occupent autant des œufs que les femelles. Parce que les femelles, elles ne portent absolument pas les petits. Le problème des mammifères, c'est que c'est la femelle qui a la gestation et l'allaitement. C'est très très lourd comme truc. Et ça dure parfois des années. Chez les chimpanzés, je ne sais plus l'âge du sevrage, mais ça dure de nombreuses années. Et pendant très longtemps dans l'histoire de l'espèce humaine, moi, on me raconte dans ma propre famille que ma grand-mère donnait encore du lait à un de mes oncles alors qu'il avait 4-5 ans. Il courait dans tous les sens et il venait vers elle, il prenait son sein et comme s'il prenait son 4 heures, quoi. Ça a existé, c'est pas le paléolithique supérieur. Hein. Donc, on a une lourde charge sur les femelles, mais ça, c'est pas vrai pour toutes les espèces. Nous, on a une situation des rapports hommes-femmes qui est largement plombée par cette situation-là. Et tant qu'il n'y a pas eu de lait maternisé, de biberon, etc., on n'a pas pu décoller les petits des femmes. Donc ça a créé des tonnes de choses en termes de structure des rapports hommes-femmes sur une très très longue durée. Et nous sommes les premiers mammifères à nous sortir progressivement du problème. Progressivement, parce que jusque-là, il n'y a pas d'utérus artificiel. L'idée apparaît dans certains groupes féministes, parce qu'effectivement, c'est la solution logique finale. Je ne devrais pas dire solution finale, parce que c'est vraiment pas à utiliser. C'est une solution logique. Je ne vous dis pas qu'elle est bonne, hein. Je vous dis, elle est dans les têtes. Il y a même un film qui est sorti l'année dernière sur ces questions-là. L'utérus artificiel, ça enlèverait la charge de la gestation. On serait le premier mammifère à gestation externe. Et c'est lié au culturel, puisque c'est par la fabrication d'artefacts ou d'évolution culturelle qu'on en arrive là. Et c'est là que la culture joue un rôle spécifique pour les sociétés humaines, mais que si on ne sait pas toutes les contraintes que la biologie nous met dans les pattes, eh bien, on est mal barré pour trouver les bons moyens culturels pour transformer les choses. Alors, il y a tellement de choses dans votre livre qu'on ne peut pas évidemment tout évoquer. On va même être obligé il y a toute cette partie où il faut bien différencier le social et le culturel, c'est très important. Malgré tout, il y a un objectif à atteindre qui était de développer des lois. Et effectivement, dans votre ouvrage, vous atteignez l'objectif qui est de dégager les structures fondamentales des sociétés humaines. Vous formulez dans votre ouvrage 5 faits anthropologiques majeurs communs à l'humanité. Alors, je vous laisserai les découvrir. 10 lignes de force ou traits humains et 17 lois universelles qui fonctionnent depuis le début de l'histoire de l'humanité. Donc on voit que
vous arrivez à l'objectif de dégager des lois maintenant aux autres, parce qu'en fait c'est ça, il faut travailler avec les autres. Je crois que c'est l'objectif principal, c'est aussi de poser des lois et maintenant que les autres s'en emparent et qu'ils les rejettent, ils les acceptent, c'est juste la base de discussion. Mais il faut poser ces lois pour qu'on avance en fait. Ben, comme on l'a fait en physique ou en biologie. C'est ce que vous faites là, y a concrètement. Aucune raison de... Je dis quand même quelques exemples donc, dans les grands faits anthropologiques. Il y a la partition sexuée, l'altricialité secondaire, dont on a parlé, mais il y a aussi la socialité. Ça paraît bête, mais il faut le rappeler. Il y a des animaux dits solitaires. L'humanité n'a jamais été solitaire. Jamais. Vous voyez, par exemple, les espèces d'abeilles qu'on connaît, c'est les espèces domestiques. Pourquoi on les connaît bien ? Parce qu'elles nous donnent du miel. Mais en fait, c'est un pourcentage infime des espèces d'abeilles qui, dans la grande majorité, sont dites solitaires. Alors solitaire, ça ne veut pas dire qu'il y a un rapport sexuel entre une femelle et un mâle, mais ils ne se revoient plus après. Et ce que fait la femelle, c'est qu'elle crée une petite cellule en cire, elle pond ses œufs, elle laisse de la nourriture, elle referme et elle s'en va. Donc ça, on appelle ça un animal solitaire. Donc ça veut dire que les petites abeilles ne vont pas connaître leur mère ni leur père, qui est parti depuis bien longtemps, lui. C'est la même chose pour les tortues de mer. Les tortues de mer, le mâle a fécondé une femelle, la femelle pond ses œufs, elle part. Elle les a mis sous le sable et au moment où les œufs éclosent, en fait, ils essayent. Une grande partie d'entre eux vont être mangés par des oiseaux qui viennent déguster tout ça. Et ceux qui arrivent les petites tortues qui arrivent à s'en sortir, vivront entre elles, c'est-à-dire entre frères et sœurs, on va dire, sans parents. Donc, vous avez des animaux plus ou moins sociaux. Voilà. Nous avons toujours été sociaux, donc c'est important de le signifier. Toutes les plaisanteries à la Rousseau, Hobbes, etc., les hommes étaient seuls et puis ils ont passé contrat. Voilà, on peut le raconter aux enfants si on veut, mais je crois qu'on peut même commencer par Darwin avec les enfants, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Tout ça est faux, ça n'a aucune espèce de réalité. Nous avons été toujours des animaux sociaux, comme d'ailleurs les primates, nos cousins, ont des structures sociales extrêmement sophistiquées. Donc ça, c'est une autre propriété. Il y a aussi la longévité, c'est-à-dire que là, c'est très important. J'ai parlé de cumulativité culturelle tout à l'heure, mais le fait que nous... vous voyez, il y a des insectes, je vais reprendre les abeilles, il y a certaines abeilles, au bout de 5 semaines, elles meurent. Donc la durée de vie d'une abeille, c'est très très court. Sauf la reine qui peut vivre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend des types d'espèces, etc. Mais vous avez une durée de vie. Malgré ça, il y a quand même de la transmission culturelle chez les abeilles. Il y a de l'apprentissage. En 4-5 semaines, elles apprennent des choses. De celles qui savent déjà repérer des choses, des lieux où butiner, etc., etc. Donc, il y a de l'apprentissage, mais en 3 semaines, qu'est-ce que vous apprenez ? Si on vous disait, voilà, il y a la mécanique quantique, la biologie, l'histoire, la sociologie, etc., vous avez 3 semaines, vous voyez le problème. Hein, en commençant par apprendre à utiliser une cuillère pour manger. On a trop de savoir pour vivre si peu de temps. Donc, en fait, il faut voir que notre longévité nous a rendu service. C'est la même chose pour la longévité des éléphants. La structure sociale des éléphants, c'est des matriarches, c'est des femelles, des grands-mères qui dominent un groupe de femelles et de juvéniles, de petits mâles et femelles. Mais c'est les plus vieilles, là aussi, principe, mais là, c'est les femelles, qui dominent l'ensemble du groupe. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une mémoire incroyable du territoire. Elles savent où aller, s'il faut manger quelque chose, il n'y a plus ici. Elles ont une carte mentale qui leur permet de se déplacer, etc. Elles savent repérer les prédateurs, etc. Donc elles protègent le groupe, elles font se déplacer le groupe, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de savoir
dont sont porteuses les matriarches et qui se transmettent progressivement. Quand la matriarche meurt, ça fait longtemps, parce qu'elles peuvent aller jusqu'à 60 ans quand même, ça fait longtemps que les autres femelles ont appris des choses avec elles. Donc la longévité, c'est très très important parce que ça nous a permis ce décollage dans la cumulativité culturelle, en plus du langage, en plus de l'électricité secondaire qui implique une plasticité cérébrale du cerveau que je n'ai pas évoquée. Et puis il y a une dernière propriété, mais l'historicité. La loi de prévalence dont vous avez déjà parlé. Alors ça c'est les lois. Donc, dans les lois, il y a la loi de prévalence de l'antérieur sur le postérieur qui explique ces rapports entre jeunes, vieux, aînés, cadets, etc. etc. Mais vous avez la loi de conservation, reproduction des sociétés. Toute société essaye de persévérer en son être, pour parler comme Spinoza. C'est-à-dire a des moyens essaye de se reproduire. N'y arrive pas totalement, mais quand même arrive. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs, c'est 90% de l'histoire de l'humanité. Donc vous avez certains types de sociétés, certains types de structures sociales qui se sont maintenus très très longtemps. Certains modes de production se sont produits très longtemps. Donc il y a plein d'autres lois que je ne peux pas évoquer. Il y en a 17 que j'ai formulées. Mais il y a les lignes de force, et ça, il faut dire juste un mot. Depuis tout à l'heure, je vous dis, le magico-religieux, il y en a dans toutes les sociétés. Mais ce n'est pas le seul cas. Il y a le rapport de domination dont vous avez parlé. Il y a il y a de la domination dans toutes les sociétés. Il y a des rapports de domination qui varient, qui ne sont pas les mêmes, qui ne mettent pas en rapport exactement les mêmes groupes, etc. Parce que ça, c'est des histoires de culture qui vont modifier progressivement les éléments qui sont en rapport dans ces sociétés, mais il y a de la domination partout. Et là aussi, les sociologues qui ne se posent pas la question de l'invariant de la domination, pourquoi il y aurait de la domination dans toutes les sociétés humaines, plutôt que des rapports purement mutualistes, d'entraide, de coopération, etc. Voilà une énigme, j'essaye de traiter le problème, mais il y a aussi des systèmes de parenté dans toutes les sociétés humaines connues. Il n'y a pas une société humaine où on pourrait se dire, bon, ben voilà, en fait, tout le monde se fait ami, et puis voilà, on est dans des rapports, voilà, des liens comme ça, d'affinité entre les uns et les autres. Non, il y a des systèmes de parenté, et qui sont extraordinairement structurants. Dans une société comme la société aborigène d'Australie, c'est des systèmes extrêmement complexes. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire du tout que c'est des sociétés simples. C'est des sociétés infiniment plus complexes que les nôtres sur le plan de la parenté. Il faut vraiment se lever de bonne heure pour arriver à comprendre que le système de parenté en Australie. Et donc, il y a des systèmes de parenté. Il n'y en a pas 10 000, il y en a 6. Et là, ça devrait aussi interroger. Donc, Françoise Héritier a fait un livre merveilleux que je vous conseille d'acheter, qui s'appelle « L'exercice de la parenté ». Elle a montré qu'il y a 6 systèmes de parenté et que ces 6 systèmes, il y en a surtout 4 qui ont été utilisés par les humains. Ça se déduit logiquement de 2-3 propriétés de départ de l'humain. Voilà. Dont la différence homme-femme, partition sexuée, qui nous est commune avec d'autres, et des différences liées à des antériorités hiérarchisées. Donc c'est ce que je raconte sur le fait qu'il y a des aînés, des cadets, etc., que les parents arrivent avant les enfants, et ainsi de suite. En croisant ces deux choses-là, vous arrivez à trouver les combinaisons qui font les 6 systèmes de parenté possibles sur Terre. Bon, ça, c'est quand même assez fascinant de voir que nous avons de la parenté partout. Mais évidemment, nous avons des modes de production partout. Il n'y a pas une société humaine qui ne se soit pas posé la question de la production de ces moyens de subsistance. Si on ne se l'était pas posé, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus d'humanité, évidemment. Hein, ça paraît de soi. C'est un problème du vivant en général. Hein, toutes les espèces essayent de survivre. Donc vont chasser, vont trouver des racines, des fleurs, des légumes, des fruits divers et variés. Mais nous, on a une particularité, c'est de produire. Au départ, on a beaucoup, ça a été une culture de chasse
qui demandent déjà un outillage, des armes, des arcs, des choses qui sont techniques pour accéder à ces proies mobiles. Mais au départ, c'est de la cueillette, donc les choses sont là autour. Et puis, on va arriver progressivement vers de l'horticulture, de l'agriculture, de l'élevage, etc. Et dans toutes les sociétés humaines, il y a cet aspect-là de mode de production des moyens de sa subsistance. Et voilà, on a une série, je dois en oublier quelques-uns, mais ce qui est passionnant en lisant les préhistoriens, c'est qu'on se dit, les sociologues ne lisent pas les préhistoriens, la plupart des historiens ne lisent pas les préhistoriens, alors les anthropologues lisent un peu plus les préhistoriens parce que pour des raisons liées à leur objet passé. Aujourd'hui, je pense que les anthropologues lisent beaucoup moins les préhistoriens et qu'il y a une rupture entre ces deux disciplines, alors qu'elles étaient très très proches, comme quelqu'un comme Leroi-Gourhan, qui est une de mes grandes admirations personnelles et qui est très présent dans l'ouvrage. C'était quelqu'un qui était préhistorien, anthropologue, qui travaillait à relier ces choses-là, et il connaissait bien la biologie. Donc il articulait toutes ces choses. Constater que, comme disait Yves Coppens, qui a été professeur au Collège de France, paléontologue ou paléoanthropologue, puisqu'il travaillait beaucoup sur... c'est lui qui a découvert Lucie, l'Australopithèque. Lui, il disait, dès qu'il y a humanité, il y a tout. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? En fait, il y a toutes les facettes. Alors, du coup, me revient d'autres aspects. Il y a de l'esthétique. Dans toutes les sociétés humaines connues, sur les armes, il y a des petites encoches, des choses de couleurs, il y a des ornementations corporelles, il y a des fêtes, il y a de la musique. On a trouvé des instruments qui datent de plusieurs dizaines de milliers d'années. Au départ, ils ne pensaient pas que c'était un instrument. Quelqu'un a eu l'idée de souffler dedans, en fait. Et c'était un instrument. Pendant très longtemps, il était rangé dans un tiroir. Et voilà. On sait depuis très longtemps qu'on produit de la musique, qu'on produit de la danse, qu'on produit des marques corporelles, qu'on a un souci esthétique sur... on ne fait pas juste des ustensiles de cuisine, des pots, etc. On fait des pots qui sont liés au clan dans lequel on vit. C'est-à-dire il y a des marques qui sont de groupe. Comme nous, on nous dit, voilà, c'est la French touch. On sait reconnaître des objets français, d'objets qui sont... de moins en moins, évidemment, puisqu'on est complètement mondialisé, mais il y a des spécificités par groupe humain, etc. Il y a ça dans toutes les sociétés humaines. Et quand on regarde toutes les choses qui nous sont communes, ce qui est incroyable, en fait, c'est que les sociologues, historiens et anthropologues n'aient pas vu avant qu'il y avait beaucoup d'invariants. C'est vraiment que nous sommes dans des conditions pour ne plus voir ces choses-là. Nous sommes dans une division du travail tellement poussée que nous ne voyons plus rien. C'est comme les 4 ou 5 aveugles de la parabole indienne qui dit ils ont tous touché un éléphant. Partie de l'éléphant. Il y en a un qui a touché la queue, la patte, la queue, l'oreille, voilà. Et à chaque fois, il y en a un qui dit, on lui dit qu'est-ce que tu as touché. Il y en a un qui dit une liane, un pilier, une feuille, etc. On en est là en fait en sciences sociales, si j'ose dire. C'est qu'on chacun y va sur son petit terrain, sa petite ère de civilisation particulière, sa petite période particulière, et du coup, il y a toutes les conditions pour plus rien voir de ce qu'il y a de commun dans l'humanité. Donc moi, mon pari, c'est qu'avant de disparaître, il faudrait peut-être s'y intéresser. Et quand je dis ça, je blague à peine, parce que Jean-Jacques Hublin au Collège de France, qui est donc paléoanthropologue, dit que en moyenne, il a été calculé qu'une espèce, en moyenne, ça dure 1 million d'années. Et nous, ça fait 300 000 ans qu'on existe, et il dit, je pense qu'on n'arrivera pas à 1 million d'années. Parce qu'on a une capacité, notre intelligence, comme on dit souvent, nous met dans le mur de plus en plus rapidement. Donc comment freiner tout ça, etc. On aura produit nous-mêmes les conditions de notre disparition et de la disparition de nombreuses espèces, au passage. S'il y a des espèces qui vont souffler le jour où il n'y aura plus d'humains,
en fait, c'est les autres, oui, c'est les autres espèces. On a fait disparaître 60% des espèces d'oiseaux en très peu de temps. C'est le délire total. Donc, moi, je pense que se poser... Oui, j'arrête là. Concluez. Se poser... je conclue sur la fin de l'espèce. Donc, voilà, c'est bien. Bien. Tout le monde va repartir. Il n'y a pas d'autre conclusion. Bonne idée en disant je n'achèterai jamais ce livre, je n'ai pas envie de faire des cauchemars. Mais je pense que l'idée, c'est quand même de comprendre ce que nous sommes profondément, de comprendre les structures sociales qui sont les nôtres. Alors, ce qui n'empêche pas de comprendre les structures sociales, culturelles dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, le capitalisme, etc., qui a accéléré plein de processus, etc. Mais ça ne suffit pas. Je vous assure que ça ne suffit pas et qu'il faut arriver à mettre en lien tout simplement tous les trésors qui ont été déposés par des chercheurs de génération après génération depuis 150 ans. Ces travaux existent, ils sont là, ils ne sont pas mis en lien parce que les gens pensent que ça n'a aucun intérêt de les mettre en lien puisque chacun traite d'un cas particulier, d'un cas différent. Donc, je pense que c'est un service à rendre à l'humanité que de faire le lien entre tous ces savoirs, des savoirs venus de l'éthologie, de la biologie, des savoirs venus de la paléanthropologie, de la préhistoire, mais aussi évidemment de la sociologie, de l'histoire, l'anthropologie, les sciences politiques, tout ce qu'on veut. Donc vous posez une première pierre avec ce livre, vous apportez même une méthode, page 319 et 321, il y a une méthode, donc en plus vous donnez les outils, la pierre et les outils pour construire la maison maintenant. Donc aux autres de travailler. Et je crois qu'on va pouvoir terminer là-dessus. Votre objectif est atteint, vous avez atteint, vous avez posé les premières lois, aux autres maintenant de les faire fructifier. Déjà, il faut que j'arrive à convaincre mes collègues que c'est utile de continuer à faire ce que j'ai fait. Moi, je ne le referai pas 2 fois. C'est un travail de fou. Il y a 1000 références bibliographiques, je les ai comptées à la fin, facilement, sur Word. Vous triez ça et vous comptez ça facilement. Mais moi-même, j'étais étonné parce que je les ai réellement lus. Ce que vous allez voir, alors c'est des choses que j'ai lues sur des dizaines d'années, parce que je suis plus tout jeune, et qu'il y a des choses, je suis allé chercher des fiches de lecture, des notes de lecture de mes premières années de sociologie. Donc, et puis il y a des bouquins que j'ai lus X fois, etc., en histoire, en anthropologie, en sociologie, et puis j'ai fait un effort ces 4-5 dernières années en biologie, mais ça, c'est pas humain. Je veux dire, ça, je l'ai fait parce qu'il fallait bien amorcer la pompe, comme je dis souvent, mais à un moment donné, si c'est pas repris, tant pis, ça restera là, les gens n'en feront rien. Alors j'ai bon espoir, parce que quand j'ai rencontré énormément de gens et je vois les plus jeunes qui sont quand même hyper intéressés par ces questions-là, et qui voient bien que les plus vieux qui ont le pouvoir, parce que ceux qui ont le pouvoir à l'heure actuelle dans les universités ne veulent pas bouger, comme dans toute situation scientifique bloquée. Je ne sais plus quel physicien que j'ai cité dans le bouquin dit, si vous croyez que les physiciens, une communauté de physiciens se couche devant une nouvelle théorie, vous mettez le doigt dans l'œil. Il faut d'abord que les gens qui étaient porteurs des anciennes théories, qui avaient la cote, qui étaient dominantes, etc., meurent. Donc on attend impatiemment, mais sans mettre de contrat non plus sur la tête des gens. Ils meurent, leurs disciples vont commencer à s'affaiblir, et il y a des gens qui vont monter porteurs des nouvelles théories, qui vont modifier progressivement les choses. Mais ça ne se fait pas tout de suite. Pendant longtemps, le gars qui a découvert le boson de Higgs, Peter Higgs, pendant 40 ans, il y a des gens qui ont douté. Il disait, si la théorie est bonne, si notre théorie est bonne, alors il manque une particule. Les gens disaient, non, mais c'est sans doute des erreurs de calcul, on a des appareils qui ne sont pas suffisamment sophistiqués, etc. Et pendant 40 ans, et il a fallu monter le centre, le CERN, qui est tout ça, des générations de chercheurs, etc., pour arriver à montrer que, oui, le boson de Higgs existe. Donc là, le jour où ils ont vu que Higgs, qui avait déduit de la théorie que pour que la théorie fonctionne, il fallait qu'il y ait une autre particule qu'on n'avait pas repérée jusque-là, et bien il a fallu beaucoup de travail pour arriver à la montrer. Donc ça ne se fait pas tout seul. La même chose Einstein. Aujourd'hui, on l'a sur les t-shirts,
il tire la langue, il a eu je ne sais combien de prix Nobel pour aucune de ces théories les plus fortes. Ni la théorie de la relativité restreinte, ni la théorie de la relativité générale. C'est sur des aspects très secondaires. Qui suis-je pour juger secondaire ? Mais pour les physiciens, c'est secondaire par rapport à la théorie de la relativité générale. Pendant longtemps, il y a des gens qui disaient non, mais ça ne marche pas, c'est une pure spéculation, etc. Et il y a eu des observations déterminantes pour arriver à montrer qu'il avait raison, que ça permettait des calculs beaucoup plus précis que le modèle newtonien. Donc ça prend du temps. Mais j'ai bon espoir. On verra si le modèle lahirien, dans 20, 30, 40, 50 ans, deviendra une norme. Et malheureusement, je ne le verrai pas. Je n'ai pas ce plaisir. Donc, mais vous ne le faites pas pour ça. Vous le faites pour... Et une partie des gens dans cette salle, je ne veux pas être méchant, mais non plus. mais une autre partie, oui. Il y en a, je peux estimer que dans 40 ans, ils seront encore en vie. En tout cas, on va vous remercier pour à la fois votre œuvre et puis cet optimisme.